Le 7 mars 2025, une illusion politique s'est effondrée aux yeux du monde entier. Ce jour-là, le président russe Vladimir Poutine a porté un coup dur, non pas à l'Ukraine, mais à l'image soigneusement façonnée de Donald Trump en tant que négociateur mondial. Après des semaines de messages suggérant que la paix était à portée de main, Poutine a publiquement rejeté toute condition de cessez-le-feu et dénoncé les efforts de médiation de l'Occident. Cette trahison n'était pas seulement diplomatique, elle était personnelle. Quelques jours plus tôt, Trump s'était vanté qu'un cessez-le-feu était imminent. Fort de ce qu'il a décrit comme un appel productif de 90 minutes avec Poutine, il a envoyé une délégation américaine en Arabie Saoudite pour rencontrer des représentants russes. Absente de la table, l'Ukraine. Pour Trump, les pourparlers étaient une manœuvre stratégique visant à remodeler la perception mondiale. Il voulait montrer sa force, rétablir l'influence américaine et mettre rapidement fin à la guerre. Pour Poutine, il semble maintenant que l'objectif était différent. Gagner du temps, obtenir des concessions et frapper au moment opportun. La confiance de Trump en Poutine a entraîné une forte baisse du soutien américain à l'Ukraine avec une suspension temporaire de l'aide militaire et une réduction du partage de renseignements. Pourtant, loin d'embrasser une voie diplomatique, la Russie a réagi en intensifiant ses attaques. Les villes ukrainiennes ont été à nouveau bombardées. Le nombre de victimes civiles a augmenté. Le rejet de Poutine était total, pas de soldats de la paix, pas de compromis territorial, pas de bonne volonté. Cela a révélé une dure vérité, les objectifs de guerre de la Russie restent inchangés et l'approche de Trump n'a peut-être fait qu'encourager le Kremlin. Cette vidéo analyse comment cela s'est produit, pourquoi c'est important et ce qui va se passer ensuite pour l'Ukraine et pour Trump. Le tournant s'est produit le 13 février 2025 lorsque Donald Trump a fait une annonce sans précédent. S'exprimant depuis Mar-a-Lago, il a révélé que les délégations américaines et russes se réuniraient en Arabie Saoudite pour discuter d'une éventuelle fin de la guerre en Ukraine. Son annonce faisait suite à un appel téléphonique de 90 minutes avec Vladimir Poutine, au cours duquel Trump a affirmé que les deux hommes partageaient un intérêt mutuel pour la paix. Cet appel a marqué une rupture majeure avec la politique américaine de longue date. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, Washington s'était abstenu de toute discussion directe avec Moscou en dehors des cadres multilatéraux. L'initiative unilatérale de Trump était audacieuse et controversée. Pour Trump, l'occasion était historique. La guerre durait depuis 3 ans. Il s'est présenté comme la seule personnalité capable de passer outre la bureaucratie et d'obtenir des résultats. « Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre », a-t-il déclaré aux journalistes, faisant écho à sa promesse de campagne de mettre fin aux conflits éternels de l'Amérique. Dans les jours qui ont suivi, une équipe américaine a rencontré des envoyés russes à Riyad, mais des omissions flagrantes ont marqué la réunion. L'Ukraine n'a pas été invitée, les alliés européens non plus. L'administration Trump a semblé rechercher la paix à des conditions négociées uniquement entre l'agresseur et le médiateur, excluant totalement la victime. Cette décision a immédiatement suscité des critiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa frustration d'avoir été mis à l'écart. Trump a rejeté ses préoccupations, accusant Zelensky de ne pas avoir réussi à mettre fin à la guerre au cours de ses 3 années de mandat. Il a en outre affirmé que l'Ukraine, et non la Russie, avait déclenché le conflit, un point de vue largement discrédité par l'OTAN, l'UE et les Nations Unies. Dans le même temps, le secrétaire d'État Marco Rubio a adopté un ton plus équilibré. Il a confirmé qu'une équipe de haut niveau avait été constituée pour poursuivre les discussions sur le cessez-le-feu et a ajouté que tout accord final nécessiterait l'accord de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis. Pourtant, le message diplomatique de Washington était profondément mitigé. L'attitude de Trump envers l'Ukraine s'est rapidement durcie. Il a qualifié Zelensky de dictateur, a remis en question les processus démocratiques de l'Ukraine et a mis en évidence les divisions politiques internes à Kiev. À un moment donné, il a affirmé que l'Ukraine évitait les élections pour maintenir Zelensky au pouvoir, une accusation que les responsables ukrainiens ont fermement niée. Ces déclarations ont jeté le doute sur les motivations de Trump. Cherchait-il vraiment la paix ou tentait-il de remporter une victoire politique indépendamment des intérêts de l'Ukraine? Sa diplomatie unilatérale signifiait à la Russie que les États-Unis pourraient abandonner à Kiev pour poursuivre leurs propres intérêts stratégiques. C'était une erreur de calcul qui aurait bientôt des conséquences désastreuses. Le jour même où Trump qualifiait Poutine de généreux, la Russie rendait son verdict. Il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Le 7 mars, le président Poutine s'est adressé à la Fondation des défenseurs de la patrie de Russie avec un défi sans ambiguïté. Nous ne céderons à
à personne, a-t-il déclaré. Son gouvernement, a-t-il dit, n'accepterait aucune proposition de paix qui exigerait des concessions territoriales ou autoriserait les soldats de la paix de l'OTAN à entrer sur le sol ukrainien. Le message, la Russie veut tout ou rien. Le média d'État russe Pravda et The New Voice of Ukraine ont confirmé que la position de Moscou s'était durcie. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a souligné que toute implication occidentale dans la stabilisation post-cessez-le-feu serait considérée comme une participation directe et officielle de l'OTAN à la guerre. En d'autres termes, la Russie ne négociait pas de bonne foi, elle se préparait à une escalade. Cela marquait un renversement complet du discours que Trump avait mis en avant. Pendant des semaines, il a dépeint Poutine comme prêt au compromis et tout en dépeignant Zelensky comme inflexible. Pourtant, en coulisses, la Russie n'a jamais envisagé de voie médiane. Elle attendait simplement le bon moment pour frapper. Selon The Jamestown Foundation, Moscou n'a aucun intérêt à un cessez-le-feu qui ne soit pas pleinement conforme à ses objectifs stratégiques. Il s'agit notamment de maintenir le contrôle sur les territoires occupés, d'exclure l'influence de l'OTAN et d'éviter toute issue qui permettrait à l'Ukraine de reconstruire ses défenses. Les conséquences ont été immédiates et graves. Quelques heures après avoir rejeté les conditions du cessez-le-feu, la Russie a lancé une série d'attaques brutales. À Donetsk et à Kharkiv, des frappes aériennes et des salves de missiles ont fait des dizaines de morts. Le président ukrainien Zelensky a rapporté qu'une troisième frappe avait délibérément visé les secouristes qui répondaient à la première. Pendant ce temps, Trump restait publiquement optimiste. Il a déclaré aux journalistes que la paix était encore possible et que la position de la Russie n'était qu'une posture de négociation. Mais les faits sur le terrain disaient le contraire. La Russie avait utilisé l'illusion des pourparlers pour manipuler les États-Unis et les amener à réduire leur aide, affaiblissant ainsi l'Ukraine à un moment critique. Comme l'a noté plus tard le CPA, toute cette ouverture à la paix pourrait avoir été une tactique du Kremlin pour créer un espace pour des offensives intensifiées. La suspension du soutien militaire américain, provoquée par le revirement de Trump, a créé exactement cette ouverture. En fin de compte, le rejet de Poutine n'était pas seulement un message à l'Ukraine, c'était une réprimande à l'encontre de Trump. Il indiquait que la Russie ne le considérait pas comme un partenaire, mais comme un outil. Une fois qu'il eut rempli son objectif, Poutine s'est débarrassé de lui, poursuivant une campagne militaire sans compromis. L'impact du rejet de Poutine a été rapide et brutal. Dans les 24 heures qui ont suivi le rejet de tout cessez-le-feu, la Russie a lancé certaines de ses frappes les plus agressives de 2025. Les villes ukrainiennes, en particulier Donetsk, Kharkiv et Dobropilya, ont été la cible d'intenses bombardements aériens et de missiles. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces russes ont délibérément pris pour cible un immeuble résidentiel de 5 étages à Donetsk. 11 civils sont morts, dont des enfants. Lorsque les équipes d'urgence sont arrivées, une deuxième vague de frappes de missiles a visé l'opération de sauvetage elle-même. Au total, 47 personnes ont été blessées, dont 7 enfants. Ces attaques n'étaient pas seulement des actions militaires, c'était de la guerre psychologique. L'escalade est survenue immédiatement après que les États-Unis, sous la directive de Trump, aient suspendu l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Comme l'ont rapporté The Guardian et la BBC, les responsables américains ont invoqué la prétendue réticence de l'Ukraine à rechercher la paix. Pourtant, ces justifications se sont rapidement effondrées. Il est devenu évident que la Russie avait utilisé le discours du cessez-le-feu pour manipuler la politique américaine. À la Maison-Blanche, les tensions ont atteint leur paroxysme. Une réunion entre Trump et Zelensky se serait terminée en cris. Trump a accusé Zelensky de saper la paix, tandis que Zelensky a insisté sur le fait que l'Ukraine n'avait jamais été invitée à une véritable négociation. Trump a réagi en coupant l'accès aux renseignements restants et en disant aux alliés européens de ne pas partager les données satellitaires américaines avec Kiev. Les retombées politiques se sont rapidement propagées. En Europe, les dirigeants français, allemands et polonais ont exprimé leur frustration face à la stratégie erratique de Washington. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a émis une critique voilée, avertissant que toute négociation qui exclut l'Ukraine n'est pas une négociation du tout. Pendant ce temps, la Russie en a profité pleinement. Avec le gel de l'aide américaine, la capacité de l'Ukraine à défendre des régions critiques comme Donetsk et Kharkiv s'est affaiblie. Les avancées russes s'accélèrent et le moral des forces armées ukrainiennes baisse. Cependant, la position américaine commence à changer à nouveau. Quelques jours après l'intensification des attaques russes, le secrétaire d'État Marco Rubio mène une deuxième série de pourparlers, cette fois-ci avec des responsables ukrainiens. Ces pourparlers aboutissent à une proposition de cessez-le-feu de 30 jours, comprenant une suspension des opérations aériennes et un plan provisoire de désescalade. Zelensky a accepté l'accord et a appelé les États-Unis à ramener la Russie à la table des négociations. Le soutien de l'Ukraine ayant été rétabli, Rubio a annoncé que l'aide militaire et le partage
partage des renseignements reprendrait immédiatement. La proposition a été envoyée à Moscou, mais la Russie n'a pas encore répondu. Cette séquence d'événements met en évidence une vérité géopolitique fondamentale. La paix ne peut être négociée à partir d'une position de faiblesse. Le retrait de Trump a créé un vide, Poutine l'a comblé et ce faisant, le Kremlin a révélé la fragilité de l'unité occidentale lorsque le leadership vacille. La trahison n'était pas seulement stratégique, elle était profondément personnelle. Trump croyait pouvoir négocier la paix par la force. Au lieu de cela, il est tombé dans un piège. Les résultats se jouent désormais dans le sang et le feu sur le front est de l'Ukraine. Pourquoi Vladimir Poutine s'est-il retourné contre Trump au moment où la paix semblait possible? Les analystes évoquent plusieurs raisons, mais elles mènent toutes à une seule conclusion. Les objectifs de guerre de la Russie restent fondamentalement incompatibles avec tout plan de paix mené par l'Occident. Selon The Jamestown Foundation, la Russie n'est disposée à envisager des conditions de paix que si elles sont pleinement conformes à ses intérêts. Il s'agit notamment du contrôle total des territoires ukrainiens occupés, de l'exclusion des forces de maintien de la paix de l'OTAN et du retrait de toutes les infrastructures militaires occidentales d'Europe de l'Est. Tout écart est considéré comme inacceptable. Pendant des semaines, Trump a laissé entendre qu'il était prêt à faire des concessions à la Russie. Il a suggéré que l'Ukraine était responsable de la prolongation de la guerre et a même laissé entendre que les États-Unis pourraient soutenir un règlement négocié qui permettrait à la Russie de conserver une partie du territoire conquis. Mais même ces concessions implicites n'ont pas suffi. L'une des raisons était psychologique. Poutine voit la faiblesse comme une opportunité. La suspension de l'aide par Trump a été interprétée non pas comme une tactique diplomatique, mais comme un effondrement de la détermination occidentale. Le Kremlin a rapidement agi pour en tirer profit. Une autre raison est tactique. Le jour même où Trump a présenté Poutine comme un artisan de la paix, les forces russes ont lancé une nouvelle offensive brutale. Ce n'était pas une coïncidence, il s'agissait d'un effort coordonné pour créer une dynamique irréversible sur le champ de bataille pendant que l'Occident hésitait. Poutine craignait également un avenir dans lequel l'Ukraine émergerait d'un cessez-le-feu plus forte qu'auparavant. Une paix temporaire permettrait à Kiev de reconstruire son armée avec le soutien de l'Occident. Comme le note le CPA, la Russie veut empêcher l'Ukraine de devenir ce que les analystes appellent un porc-épic d'acier, c'est-à-dire un État petit mais fortement fortifié capable d'infliger de réels dommages. Trump, quant à lui, pensait pouvoir contraindre Kiev à un règlement et que la Russie jouerait le jeu, mais Poutine n'avait aucune intention de faire des concessions. Au lieu de cela, il a utilisé le théâtre politique de Trump pour repositionner les forces russes en vue d'opérations plus agressives. La raison finale de la trahison est personnelle. Dans les régimes autoritaires, la perception est le pouvoir. Après 3 ans de guerre, Poutine a besoin de projeter une force inébranlable. Accepter un accord mené par Trump, en particulier un accord impliquant un retrait partiel, signalerait une faiblesse à la fois à l'élite russe et au grand public. Poutine a préféré la trahison à la vulnérabilité. Il a fait croire à Trump qu'un accord était possible, a obtenu des avantages stratégiques, puis a repris son plan initial, la domination totale de l'Ukraine. Trump n'a pas seulement été déjoué, il a été utilisé. Malgré les pressions sur le champ de bataille, l'Ukraine conserve un levier stratégique sous 2 formes. Un avantage territorial dans la région de Koursk et 300 milliards de dollars d'actifs publics russes gelés. Ensemble, ils représentent de puissants atouts de négociation mais aussi de dangereuses vulnérabilités. La région de Koursk est devenue un point névralgique après que les forces ukrainiennes ont franchi la frontière en août 2024. Cette décision était risquée mais délibérée. En établissant une présence limitée à l'intérieur du territoire russe, Kiev a obtenu quelque chose qui lui manquait, un levier de négociation. L'analyste militaire Yann Matveyev a noté « Si l'Ukraine peut tenir Koursk, même temporairement, elle entre dans toute négociation de cessez-le-feu avec une carte que la Russie ne peut ignorer. Mais cet avantage a un coût, il n'est pas facile de défendre Koursk, cela étire les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et nécessite des renseignements en temps réel et des munitions de pointe dont beaucoup étaient en nombre insuffisant pendant le gel de l'aide américaine. Pendant cette période, les forces russes ont intensifié la pression sur Koursk dans l'espoir de forcer l'Ukraine à battre en retraite, ce qui éliminerait sa monnaie d'échange. Le calcul de Poutine est simple, soit l'Ukraine abandonne volontairement le Koursk, soit la Russie rendra sa défense si coûteuse que Kiev sera forcé de se retirer. Les 2 scénarios affaiblissent la position de l'Ukraine à la table des négociations. Il y a ensuite la dimension financière. Les États-Unis, l'Union européenne et le Canada ont gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale de Russie à la suite de l'invasion de 2022. Ces fonds sont désormais considérés par de nombreux pays occidentaux comme des réparations potentielles pour l'Ukraine ou du moins comme un moyen de pression.
Selon Reuters et le Financial Times, le Kremlin a fait pression, souvent à huis clos, pour avoir accès à ces fonds en proposant des négociations en coulisses en échange. L'Ukraine a résisté à tout accord impliquant le déblocage des actifs sans concession substantielle de la part de la Russie. Pour Poutine, l'existence de ces réserves gelées constitue à la fois une menace économique et une humiliation symbolique. Elles rappellent à l'opinion publique et aux élites russes que l'Occident exerce toujours une influence considérable sur la stabilité budgétaire de la Russie. Tant que ces fonds resteront hors de portée, Moscou ne fera probablement confiance à aucun cadre de paix dirigé par les États-Unis ou l'UE. Cela laisse à l'Ukraine un levier, mais aussi une exposition. Détenir le Koursk et contrôler le discours autour des avoirs gelés donne à Kiev des outils, mais en fait également une cible plus urgente pour l'escalade russe. La trahison de Trump par Poutine n'était pas une décision isolée, elle était profondément enracinée dans une stratégie plus vaste, la restauration de la puissance impériale russe et de la domination économique par la conquête territoriale. L'Ukraine est au cœur de ces deux objectifs. Les analystes du Center for European Policy and Analysis, CEPA, affirment que les ambitions du Kremlin sont moins ancrées dans la paranoïa de l'OTAN que dans une mentalité impériale séculaire. De Catherine II à l'Union soviétique, l'Ukraine a longtemps été considérée à Moscou comme essentielle à la vision d'un puissant empire russe. Mais le motif n'est pas seulement idéologique, il est aussi économique. L'Ukraine possède un trésor de ressources qui pourrait transformer la position stratégique de la Russie. Comme l'ont rapporté la BBC et The Telegraph, l'Ukraine possède 22 des 34 matières premières essentielles de l'UE. Il s'agit notamment d'éléments de terres rares comme le cérium et le lantane, ainsi que de vastes gisements de lithium, de graphite et de titane. Les réserves ukrainiennes de graphite totalisent à elles seules plus de 20 millions de tonnes, évaluées à plus de 80 milliards de dollars. Ces gisements de lithium sont vitaux pour la production future de batteries et son titane est indispensable aux industries de la défense et de l'aérospatiale. Le contrôle de ces matières donnerait à la Russie une influence sans précédent sur les chaînes d'approvisionnement industrielles européennes. La plupart de ces ressources se trouvent dans l'est et le sud de l'Ukraine, précisément les régions où les forces russes ont concentré leurs efforts. De Donetsk à Zaporijia, richesse minérale et stratégie militaire vont de pair. Pour Poutine, abandonner ces territoires par un accord de paix ne signifierait pas seulement perdre le pouvoir économique, cela saperait son héritage. Sur le plan intérieur, il a présenté la guerre comme une lutte patriotique. En 2025, il l'a baptisée « Année du défenseur de la patrie », dans le but de rallier la ferveur nationaliste et de consolider le soutien des élites et des Russes ordinaires. Accepter un cessez-le-feu maintenant, surtout s'il implique une forme quelconque de retrait ou de compromis, briserait ce récit. Cela le ferait paraître faible et dans une autocratie, la perception de faiblesse peut être fatale. Cela explique en partie pourquoi Moscou a ignoré la dernière proposition de cessez-le-feu de 30 jours de Washington. L'offre, présentée conjointement par Zelensky et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, limiterait les attaques aériennes et ouvrirait la voie à des négociations, mais la Russie reste silencieuse. Le Kremlin ne voit aucun avantage à faire une pause maintenant, alors qu'il espère encore s'emparer de plus de terres, extraire davantage de ressources et remodeler l'ordre d'après-guerre. À moins que l'Occident ne change radicalement de position, Poutine continuera à choisir la guerre plutôt que le règlement. La trahison calculée de Poutine envers Trump est à plus qu'un embarras politique, c'est une révélation brutale du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La guerre en Ukraine n'est pas simplement un conflit régional, elle est la ligne de front d'une lutte idéologique, stratégique et économique plus large entre l'expansionnisme autoritaire et la résilience démocratique. En feignant de s'intéresser à un cessez-le-feu, la Russie a manipulé la diplomatie américaine à son avantage. Le retrait temporaire du soutien américain a affaibli la posture défensive de l'Ukraine, perturbé l'unité occidentale et permis une nouvelle offensive russe. Ce faisant, Poutine a montré à quelle vitesse la détermination occidentale peut se briser lorsque le leadership vacille et que la patience stratégique s'épuise. Cet incident souligne également la dangereuse personnalisation de la politique étrangère. L'approche de Trump, fondée sur la diplomatie informelle, le spectacle médiatique et les convictions personnelles, a rendu l'Amérique vulnérable à la tromperie géopolitique. Une politique étrangère, fondée sur l'instinct plutôt que sur les institutions, peut facilement être déjouée par des adversaires qui jouent la carte de la patience. Pour l'Ukraine, cet épisode rappelle que sa survie ne peut dépendre des caprices d'un allié. Si le soutien occidental reste vital, Kiev doit continuer à diversifier ses partenariats, à renforcer son autonomie militaire et à tirer parti de chaque centimètre carré de capital politique qu'elle a gagné au cours de 3 années de défis.
Pour l'Europe, la leçon est encore plus claire. Le destin de l'Ukraine est lié à la sécurité du continent. Si la Russie parvient à se tailler une sphère d'influence permanente, aucune frontière en Europe de l'Est ne sera considérée comme sûre. Et pour la Russie elle-même, la trahison révèle une vérité plus profonde. Poutine ne cherche pas une issue, il cherche la victoire totale. Cela signifie pas de compromis, pas d'Ukraine neutre et pas de paix négociée par l'Occident. La question n'est donc pas de savoir si Trump va retrouver sa crédibilité, il s'agit de savoir si l'Occident dans son ensemble a tiré les leçons de cette trahison et s'il est enfin prêt à opposer à la stratégie à long terme de Poutine la sienne. Si ce n'est pas le cas, alors cette trahison ne sera pas la dernière, elle en sera le modèle.